Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. C'est cool, hein, le vendredi, on s'approche du week-end, on est tous contents. Limite, on rêve tous de ça le vendredi. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire donc une petite lecture. J'en ferai certainement très régulièrement. Et voilà, hier, enfin, j'ai choisi ce petit chapitre. Donc, c'est du livre Le pouvoir du moment présent, qui est très intéressant, parfois un peu compliqué peut-être à comprendre pour certains, mais il explique en fait, hein, le pouvoir du moment présent. Alors c'est ça, j'avais envie de vous lire une petite partie et afin de méditer dessus, d'avoir des prises de conscience ou des petites réponses à vos questions. Donc là, la petite partie s'appelle les émotions. Donc on va parler des émotions. Est-ce qu'elles sont une réaction du corps au mental? Vous allez voir que, on est toujours dans le bien-être et j'espère que ça va vous apporter un petit plus. Donc, qu'en est-il des émotions? Je me laisse plus souvent prendre par mes émotions que par mon mental, dans le sens selon lequel j'emploie le terme le mental ne fait pas seulement référence à la pensée. Il comprend également vos émotions ainsi que tous les schémas réactifs inconscients mettant en rapport pensée et émotion. Donc, ce qui veut dire que pour ce monsieur, le mental est la somme de toutes vos émotions et vos pensées, et plus encore. Les émotions naissent au point de rencontre du corps et du mental. Une émotion est la réaction de votre corps à votre mental. Une émotion, ou encore, pardon, le reflet de votre mental dans votre corps. Par exemple, une pensée agressive ou hostile crée dans le corps une accumulation d'énergie que nous appelons colère. Donc le corps s'apprête à se battre. La pensée d'être menacé physiquement ou psychologiquement occasionne une contraction dans le corps. C'est l'aspect physique de ce que nous appelons la peur. Donc là, il a essayé donc de concrètement vous faire comprendre et vous expliquer que donc votre corps réagit à vos émotions et à votre mental. J'ai envie de dire, ne le sait-on pas en fait? Non, ça fait quelques années quand même qu'on en prend conscience. D'ailleurs, je pense que vous avez souvent vu les images passer sur les réseaux sociaux de différents corps et selon l'émotion ou le sentiment, une partie rouge éclairée, soit le cœur, le plexus, le bas-ventre ou la tête, etc. Donc, on sait que les émotions sont quand même reliées à nos mots. MAUX. Les recherches ont prouvé que les émotions fortes pouvaient même modifier la biochimie du corps. Ces modifications biochimiques constituent l'aspect physique ou matériel de l'émotion. Donc notre corps, notre aspect physique, est le matériel de nos émotions. Donc c'est-à-dire que nos émotions se traduisent dans notre corps. Donc si on écoute notre corps et qu'on sait se poser, on a plus de facilité dans la gestion de nos émotions parce on est plus facilement réceptif justement à nos différentes émotions, les différentes parties de notre corps qui réagissent à nos émotions. Et de là, on peut y mettre beaucoup plus facilement les mots. Bien sûr, vous n'êtes généralement pas conscient de tous vos schèmes de pensée, et ce n'est souvent qu'en observant vos émotions que vous pouvez les amener à la conscience. Plus vous vous identifiez à vos pensées, à vos goûts,
à vos jugements et à vos interprétations, donc le mental, c'est-à-dire moins vous êtes présent en tant que conscience qui observe, et plus grande la charge émotionnelle sera. Mais oui, parce que si on n'écoute pas nos émotions et qu'on les laisse traîner, ben, elles vont s'accumuler en fait. Et vous risquez d'avoir plus de maux dans le corps, par logique. Et ceci, que vous en soyez conscient ou non. Si vous ne réussissez pas à ressentir vos émotions, si vous en êtes coupé, vous en ferez l'expérience sur un plan purement physique, sous la forme d'un problème ou d'un symptôme physique. Étant donné qu'on a écrit énormément sur ce sujet au cours des dernières années, nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Un profond schème émotionnel inconscient peut même se manifester sous la forme d'un événement qui semble simplement vous arriver. Par exemple, j'ai observé que les gens qui portent inconsciemment en eux une grande colère et qui ne l'expriment pas sont plus susceptibles de se faire attaquer verbalement ou physiquement par d'autres gens pleins de colère, souvent sans raison évidente. Donc là, j'ai envie de rejoindre le fait que souvent on dit que les autres sont notre miroir, que souvent quand on a trop de critiques, trop de choses négatives qui nous viennent des autres, que c'est sans doute finalement un reflet soit de eux, soit de nous finalement. Souvent, ce qu'on a peur et ce qu'on veut éviter, ben, nous revient par sous d'autres formes pour nous interpeller et venir travailler ça. Donc voilà, moins on prend conscience de tout ça et plus ça va venir s'imprimer et causer des dégâts. Donc c'est vrai que souvent les gens justement qui disent oh c'est bizarre, je rencontre, c'est pas la première fois que j'entends hein, des gens qui se disent ah là là je rencontre que des gens négatifs, je rencontre que des gens j'ai rien fait, pourtant je me fais engueuler alors que j'ai rien fait dans la rue. Bah oui mais peut-être que vous, qu'est-ce que vous avez à dire ou quelle colère vous traînez en vous que vous n'exprimez pas justement. C'est quand même intéressant de voir les choses de cette façon. Donc, mais pour ça encore, il faut savoir se poser et savoir justement observer, être l'observateur, c'est ce qui parlait tout à l'heure un peu plus haut, observer soi-même même ses propres pensées du moment que vous vous rendez compte que vous avez des pensées négatives qui viennent de façon récurrente, ne serait-ce que le fait d'y prêter attention va déjà déclencher quelque chose chez vous et ça va même pouvoir l'annuler et le transmuter. Mais il faut déjà savoir s'arrêter, se poser et commencer déjà à avoir cette habitude de le faire en fait. Et plus vous allez le faire, et plus ça va être facile pour vous de reconnaître, ne serait-ce que dans votre corps ou dans vos formes pensées, si ça va, si ça va pas, qu'est-ce qu'il y a à travailler ou pas. Alors, il émane de ces premiers une forte vibration de colère qui entre en résonance avec la colère d'autres personnes et qui la déclenche. En effet, au niveau énergétique, des fois vous êtes en colère, mais pas forcément en colère ou d'autres, hein, triste, anxieux. Et a priori, il n'y a rien qui est censé vous mettre dans cet état-là. Donc, moi, ce que j'appelle à voir, c'est est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont comme ça, qui ressentent ça? Parce que si vous êtes des gens empathiques et que vous savez, enfin, beaucoup ne savent pas c'est ce qui se passe, mais souvent on prend les énergies des autres, on donne nos énergies. C'est bien pour ça que quand on dit qu'il faut être dans le cœur et dans l'ouverture, dans la lumière, et qu'on le transmet, ben oui, mais le positif, mais aussi le négatif. Quand vous êtes trop en colère, on le dit déjà rien qu'au bébé, euh, quand on a des enfants, que souvent ils ressentent ça. Quand on est une maman et pas bien, oui, fais attention, ton bébé il va le ressentir. Ben, adulte, c'est pareil en fait. Votre état d'esprit, votre état émotionnel, bah, tous les gens qui sont autour, ça se voit pas, hein, c'est inconscient, ça se voit pas, personne n'y fait attention, et pourtant. Donc, inversement, est-ce que vous recevez des choses des autres ou est-ce que vous voulez
transmettez en fait. Ah ouais, c'est du travail, hein, beaucoup de travail, hein, mais il faut commencer. Si vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions, commencez par centrer votre attention sur le champ énergétique de votre corps. Sentez votre corps de l'intérieur. Ceci vous mettra aussi en contact avec vos émotions. Bon, il expliquera plus tard dans le livre la suite. Ok. Euh, alors ça, c'est facile à dire, mais en tant que sophrologue, je me rends bien compte depuis longtemps que c'est quand même très compliqué pour les gens de se poser et de savoir s'ancrer euh, pour essayer de ressentir leur propre énergie. C'est exactement ce que je disais hier à une amie. Euh, Déjà, avant tout ça, ce qui serait bien, c'est de savoir différencier votre énergie de celle des autres. Donc ça se travaille, ça se fait pas en un jour, mais il faut le commencer. C'est de prendre voilà un instant euh, pour vous concentrer exactement sur ça, sur l'énergie de votre corps. Donc vous faites ça partie par partie. Essayez de ressentir l'énergie de vos pieds, après essayez de sentir l'énergie de vos mollets, de vos jambes, jusqu'à intégrer l'énergie totale de votre corps. Bon, déjà, ça, c'est une partie qu'il faut faire dans le temps pour réussir à l'intégrer. Ensuite, vous pouvez travailler sur le fait justement de déterminer, savoir ressentir votre énergie et celle des autres, justement pour pouvoir à terme savoir ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas en tant qu'émotion, sentiment et autres. Donc, c'est bien facile et super joli de nous faire une petite phrase comme ça, mais je sais que pour beaucoup, c'est surtout la question, c'est ok, mais on fait ça comment? Ça, je comprends tout à fait, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et si on n'a pas les connaissances, ben, c'est quelque chose qu'on peut difficilement travailler. Et bref. Alors, il y a une question qui a été posée et qui dit, vous dites que l'émotion est la réaction corporelle du mental. Donc, le mental, c'est les émotions, la pensée qui agissent sur votre corps. Mais il existe parfois un conflit entre les deux. Le mental dit non alors que l'émotion dit oui, ou vice-versa. La réponse de monsieur. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion, ou mieux encore, ressentez-la dans votre corps, car celui-ci vous donnera toujours l'heure juste. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira, alors que l'émotion dira la vérité. J'ai envie de m'arrêter un peu dessus. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître votre mental, observez l'émotion, ou mieux encore, ressentez-la dans votre corps. Je pense que pour ceux qui font du développement personnel ou autre, vous avez dû l'entendre un nombre incalculable de fois. Ok. Quand on travaille la gestion des émotions, ok. Où ça se passe dans ton corps? C'est souvent ce qu'on vous demande, je pense, parce que c'est souvent ce que moi je demande. Ok, mais quand tu es dans cet état, quand tu es dans ce ressenti, quand il se passe ça, où est-ce que ça bouge en toi? Euh, il y a déjà quelques années de ça, ben, je m'intéressais déjà à ça et j'avais lu un livre sur l'ostéopathie. Et l'ostéopathie l'explique déjà très très bien même le lien entre les émotions et les blocages corporels. Je veux dire, on n'a rien sans rien, tout est lié, on le sait. Donc, du moment que vous savez où ça vient se loger dans votre corps, où ça agit, ben, quand vous avez les connaissances, vous savez à quoi ça se réfère au niveau des émotions, etc. Donc, moi, je sais que j'ai un dictionnaire des malaises et des maladies du corps et du psychisme, des émotions. Et c'est vrai que c'est un livre dont je me sers vraiment beaucoup. C'est une bible à ce niveau-là. De tout, je me réfère toujours, que ce soit pour moi ou des patients, des clients, quand ils ont surtout un problème chronique. J'essaye vraiment de regarder dedans en
parce que c'est quand même un livre qui est assez précis. Euh, Qu'est-ce qu'il faut venir travailler pour telle et telle maladie dans tout ce qui est émotion, mental, etc. Et c'est vraiment, vraiment génial. Donc de comprendre qu'en fait, il vaut mieux écouter votre émotion que votre mental, je trouve que quand même c'est déjà une sacré avancement. Mm. Parce que vous allez nier avec votre mental, il va venir agir et mettre votre émotion de côté. Ouais, non, 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 ça va bien. Oui, non, 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 finalement, je vais me calmer. Oui, non, finalement, c'était rien. On va venir tout le temps nier ce qui se passe parce que, pour X raison. Mais le corps, ben, lui, il va continuer. Vous allez trembler, vous allez avoir des palpitations, vous allez des sueurs, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir mal au ventre. Bah oui, bah, si vous avez mal quelque part, le mal a dit. Vous n'écoutez pas vos émotions, paf, votre corps vient vous faire un petit rappel. Hey, il y a quelque chose que tu n'écoutes pas et qui se passe. Tout simplement. Comme quoi c'est magique, mais on a un corps qui est bien fait et qu'il faut savoir écouter. Il faut savoir aussi le connaître, je pense, plus. Non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative de votre état d'esprit à ce moment-là. Donc, je reprends la phrase parce que du coup, en ayant lu la fin toute seule, ça n'a pas de sens. Si apparemment il y a un conflit entre les deux, la pensée mentira alors que l'émotion dira la vérité. Non pas la vérité ultime de votre essence, mais la vérité relative à votre état d'esprit de ce moment-là. C'est un peu plus compréhensible. Donc les conflits entre pensées superficielles et processus mentaux inconscients sont certes choses communes, mais si vous n'êtes pas encore capable de conscientiser l'activité mentale inconsciente sous la forme de pensée, celle-ci sera toujours reflétée dans le corps sous la forme d'une émotion. Je vous avoue que ça a l'air d'être un peu compliqué comme ça. Les pensées superficielles, processus mentaux inconscients. Je sais que c'est un peu du charabia pour beaucoup, mais vraiment quand vous allez apprendre encore plus sur tout ça, ça va venir débloquer tellement de choses. Et de cela, vous pouvez prendre conscience. Fondamentalement, on observe une émotion de la même façon qu'une pensée, comme je l'ai expliqué plus haut. La seule différence, c'est qu'une émotion est fortement reliée au physique et que vous la ressentirez principalement dans le corps, alors qu'une pensée se loge dans la tête. Ok. Pensée, tête, émotion, corps. Et ça fait votre mental. Vous pouvez alors permettre à l'émotion d'être là sans être contrôlée par elle. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes le témoin, la présence qui observe. Et si vous vous exercez à cela, tout ce qui est inconscient en vous sera amené à la lumière de votre conscience. Non, c'est peut être... il faut commencer. Est-ce que cela revient à dire qu'il est aussi important d'examiner les émotions que les pensées? Oui. Prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Elle vous indiquera la bonne direction. Mais n'analysez pas. Contentez-vous d'observer. Tournez votre attention vers l'intérieur. Donc on arrête le mental qui nous dit oui, patati, patata. Non, oh, oh, là, moi, mon corps, moi. Qu'est-ce qui se passe? Sentez l'énergie de l'émotion. S'il n'y a aucune émotion, soyez encore plus profondément attentif à votre champ énergétique à l'intérieur de votre corps. C'est la porte d'accès à l'être. Habituellement, une émotion est la manifestation amplifiée et ravivée d'une forme pensée. Les formes pensées, c'est un peu aussi, ça fait partie un peu pour moi des croyances limitantes que voilà, qu'on s'est mis dans la tête.
je suis nul, je suis pas capable. Des formes pensées comme ça, des genres de tabous. Donc, du fait que la charge énergétique en est souvent fulgurante, il n'est pas facile au début de rester suffisamment présent pour la remarquer. Elle veut prendre possession de vous et y parvient en général, à moins qu'il n'y ait suffisamment de présence en vous. Très bonne question. Est-ce que vous êtes présent en vous? Quelle drôle de question. C'est comme quand je demande aux enfants, est-ce que vous êtes en train de respirer? Parce que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, c'est quelque chose d'inné qui se fait inconsciemment. Donc finalement, on n'y fait plus attention, on remarque plus, c'est là et puis point barre. Mais une des clés quand même du bien-être, c'est de se concentrer justement sur sa respiration et d'agir dessus. Là, c'est pareil. Est-ce que vous savez observer votre corps, votre mental, vos émotions? Vous êtes là? Votre corps, oui, mais votre tête, elle est là? Si vous êtes ramené à l'identification inconsciente à l'émotion par manque de présence, ce qui est normal, l'émotion devient temporairement vous. Souvent, un cercle vicieux s'installe entre la pensée et l'émotion. La pensée, la tête, l'émotion, le corps. Elles s'attisent l'une l'autre. Le schème de pensée crée une réflexion amplifiée de lui-même sous la forme d'une émotion et la fréquence vibratoire de l'émotion continue d'alimenter la pensée d'origine. D'où le fait d'avoir une vibration d'émotion positive. Parce que on a une émotion, mais elle peut vibrer haut, elle peut vibrer bas, elle peut vibrer positif, elle peut vibrer négatif. Donc ça aussi, c'est quand même très important aussi de travailler tout ce qui est pensée positive. C'est quand même essentiel. Parce que sinon, vous-même, vous vous envoyez du négatif à vous-même. Donc à un moment donné, c'est le chien qui cherche à se mordre la queue, en fait. J'essaie de reprendre où je suis, hein. En ressassant mentalement des idées sur la situation, l'événement ou la personne ayant causé l'émotion, la pensée alimente l'émotion qui à son tour déclenche la forme pensée et ainsi de suite. Alors il y en a beaucoup qui me demandent justement la rumination. C'est ça en fait, c'est de tout le temps ressasser mentalement quelque chose qui, comme je dis souvent, c'est comme si vous avez mal quelque part et que vous appuyez dessus. Ah t'as vu, ça me fait mal. Ah ouais, t'as vu, ça me fait mal. Ah, t'as vu, quand j'appuie, ça fait mal. Bah oui. Et on ressasse, on ressasse. Stop. Fondamentalement, toutes les émotions ne sont que des variantes d'une seule émotion primordiale et non particularisée dont l'origine remonte à la perte de conscience de ce que nous sommes, au-delà du nom et de la forme. Je relis. Fondamentalement, toutes les émotions ne sont que des variantes dont l'origine d'une seule émotion primordiale, pardon. C'est un peu comme les couleurs. Vous avez les couleurs primaires et après pour faire les autres, il faut les mélanger. Il y en a qui tirent plus du bleu, il y en a qui tirent plus du violet, mais la couleur primordiale c'est le rouge, le bleu, le vert, le jaune. Les émotions c'est pareil. Et c'est vrai que je pourrais vous faire aussi une vidéo sur ça, justement sur la différenciation de tous les types d'émotions, les types de sentiments, parce que pareil, émotions et sentiments, c'est quelque chose qui sont totalement différents. Donc je vais me le noter et voir ça. Il est difficile de trouver un terme pouvant la décrire précisément. Le mot peur est celui qui s'en rapprocherait le plus, mais à une perpétuelle sensation de menace s'ajoute aussi une profonde sensation d'abandon
et d'incomplétude. Il vaut donc mieux employer un terme aussi peu distinctif que l'émotion elle-même, un terme tel que souffrance. Une des principales tâches du mental est de se défendre contre cette souffrance émotionnelle et d'essayer de l'éliminer. C'est une des raisons pour lesquelles il est sans cesse en activité. Cependant, tout ce qu'il réussit à faire, c'est l'éclipser temporairement. En fait, plus le mental s'efforce de se débarrasser de la souffrance, et plus elle est grande. Le mental, le mental ne peut jamais trouver la solution, ni se permettre de vous laisser la trouver, car il fait lui-même intrinsèquement partie du problème. C'est comme imaginer un commissaire de police essayant de mettre la main sur un pyromane alors qu'il est lui-même le pyromane. Vous réussirez à vous libérer de cette souffrance seulement à partir du moment où vous cesserez d'assimiler le sens de votre moi à l'identification du mental, c'est-à-dire à votre ego. À partir de ce moment-là, le mental est destitué de sa position de pouvoir et votre vraie nature fleurit par l'être qui apparaît. Donc vous ne devez pas être dirigé par votre mental, c'est-à-dire vos pensées et vos émotions. C'est quelque chose que vous pouvez travailler et surtout le rendre meilleur. Par contre, écoutez votre corps. Alors, j'allais demander ce qu'il en est des émotions positives comme l'amour et la joie. Elles sont inséparables de votre état naturel à être en rapport intime avec l'être. Des aperçus fugitifs d'amour et de joie ou de brefs moments de profonde paix ne peuvent arriver que lorsqu'une interruption survient dans le flot des pensées. Chez la plupart des gens, de telles parenthèses se produisent rarement et seulement accidentellement, à des moments où le mental réagit par le mutisme. Celui-ci peut être parfois déclenché par une vision d'une grande beauté, un épuisement physique extrême ou même un grand danger. Soudain, une immobilité intérieure s'installe. Je pense qu'on l'a tous connu. Et au cœur de cette immobilité, il y a une joie subtile mais intense. Il y a l'amour, il y a la paix. Habituellement, ces moments ne durent pas, car le mental reprend l'activité bruyante que nous nommons la pensée. L'amour et la joie et la paix ne peuvent fleurir à moins que vous ne vous soyez débarrassé de la prédominance du mental. C'est vrai que là, ça me fait penser, par exemple, à quand vous allez en pleine nature vous asseoir pour prendre du bon temps, vous relaxer, vous détendre. Ben là, souvent on est là, oh c'est beau et tout, regarde, je vais prendre des photos, oh c'est beau, machin, tout ça. En fait, il faudrait apprendre à juste se poser, juste observer. Je m'assois et je laisse l'énergie de ce lieu, de ces personnes être. Vous pouvez faire un exercice qui est super simple, que j'aime beaucoup, de pleine conscience. Par exemple, quand vous allez dans la nature et que vous êtes là, waouh, de vraiment vous arrêter et de prendre conscience de la beauté, c'est-à-dire d'abord euh, de regarder en fait tout ce qu'il y a autour, mais vous concentrer chose par chose. Par exemple, d'abord vous allez vous concentrer sur la luminosité qu'il y a ce jour-là. Après, vous allez vous concentrer sur juste la végétation, sa forme, ses couleurs. Vous pouvez prendre oui, les couleurs avec la luminosité. Vraiment vous arrêter sur plein de petites choses sans y mettre un jugement, juste observer. Ah,
c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Là, tout de suite, à ce moment-là, voilà ce qui se passe. Après, vous pouvez fermer les yeux et vous connecter à tous les bruits que vous allez entendre. Et ramener à chaque fois une autre dimension, petit à petit, pour vraiment englober totalement l'énergie de ce qui se passe, de là où vous êtes, etc. Une fois que vous avez pris du temps pour simplement observer les sons qui se dégageaient de cet endroit, d'ouvrir les yeux ou pas, vous pouvez le faire les yeux fermés, et de là vous concentrer sur les odeurs. Ok, là, du coup, les odeurs qui se dégagent. Et vous allez voir que ça va prendre une dimension totalement différente, mais petit à petit, en faisant ça, ça peut prendre 5 minutes, ça peut être dans la nature profonde, ça peut être juste dans un petit parc près de chez vous. Vous pouvez même le faire avec une plante chez vous, regardez une plante et voilà. Ok. Sa couleur, sa forme, sa profondeur, sa texture. D'ailleurs, c'est des exercices de pleine conscience que j'aime beaucoup faire avec mes enfants. Euh, mais là, c'est plus pour la nourriture, pour manger en conscience. C'est pareil, c'est juste magique une fois que vous commencez parce que ça va venir développer un peu vos capacités et ça va être justement plus facile ensuite de différencier toutes ces différentes énergies. Donc moi, ce que je fais par rapport à l'alimentation en pleine conscience, c'est pareil. Observez le mets que vous voulez déguster. Un gâteau, une glace, un plat mijoté. De prendre conscience, c'est-à-dire de le regarder tel qu'il est. Pareil, j'observe, par exemple, quand je prends une clémentine ou une orange. Donc c'est de toucher sa peau. On va vraiment y mettre tous les sens. Toucher sa texture. Quelle couleur elle a, quel orange, il est fade, il est foncé. Le toucher, c'est dur, c'est mou. Le sentir. Et une fois que vous commencez à le manger, pareil, de prendre conscience à l'intérieur de votre bouche, de même de vous arrêter en fait et de vous focaliser sur le fait de prendre conscience. Ah, quel croquant ça a, quelle douceur, quelle acidité. Ah, c'est très sucré ou pas. Vraiment, alors vous n'allez pas pouvoir le faire tous les jours, à chaque repas, mais régulièrement, vous arrêtez de faire de genre de petits exercices comme ça. C'est juste génial. Je vous les recommande. Alors, on parlait donc de l'immobilité intérieure qui s'installe. Alors, au cœur de cette immobilité, il y a une joie subtile mais intense. Il y a l'amour, il y a la paix. Habituellement, comme je le disais, ces moments ne durent pas car le mental reprend l'activité bruyante que nous nommons la pensée. Et je sais que c'est pour ça que je vous ai parlé de ces petits exercices de pleine conscience, car souvent, je le vois très régulièrement, les gens ne savent pas stopper leurs pensées, stopper la production de tout à l'intérieur. L'amour, la joie et la paix ne peuvent fleurir à moins que vous ne vous soyez débarrassé de la prédominance au mental. Mais ce ne sont pas ce que j'appellerais des émotions. L'amour, la joie et la paix se situent au-delà des émotions, à un niveau beaucoup plus profond. Vous devez donc prendre pleinement conscience de vos émotions et les ressentir avant de pouvoir sentir ce qui se situe au-delà de celles-ci. Étymologiquement, émotion veut dire déranger. Le terme vient du latin emovere qui signifie déranger. C'est intéressant parce que les émotions, je pense qu'on en entend depuis quelques années, là, depuis que l'essor du développement personnel est devenu hype. Gestion des émotions, oui. Donc c'est quand même bien de venir travailler ce qui vous dérange, parce qu'une émotion, elle est venue là pour vous perturber,
parce qu'elle est venue là pour vous appeler, pour dire youhou, l'émotion dans le corps ne ment pas, la pensée dans la tête, on ne sait pas. L'amour, la joie et la paix sont les états profonds de l'être, ou plutôt trois aspects de cet état de rapport intime avec l'être. En tant que tels, ils n'ont aucun opposé. Pourquoi? Parce que leur origine se situe au-delà du mental. Par contre, comme les émotions appartiennent au monde de la dualité, elles sont soumises à la loi des opposés. Donc ça, c'est quelque chose que je dis très, très, très régulièrement. Nous sommes des êtres de dualité. Le haut, le bas, devant, derrière. Je suis connectée, mais je suis connectée à Mama Gaïa aussi. Nous sommes des liens, nous sommes. Il y a toujours l'amour, la haine. Bon, il dit que on va continuer le chapitre, hein. Mais oui, désolé, c'était mon chat. J'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Je me suis sentie en danger. Ah, pourquoi donc? D'où ça vient? En moi, bien sûr. Alors, du coup, j'en étais. Donc oui, pourquoi l'amour, la paix et la joie n'ont aucun opposé? Parce que leur origine se situe au-delà du mental. Par contre, comme les émotions appartiennent au monde de la dualité, elles sont soumises à la loi des opposés. Ceci sous-tend simplement que vous ne pouvez avoir ce qui est bon sans ce qui est mauvais. Ça ne va pas vous faire plaisir, hein. Donc, dans l'état de non-éveil et d'identification au mental, ce que l'on qualifie parfois à tort de joie n'est en fait habituellement que l'aspect plaisir éphémère du perpétuel cercle d'alternance souffrance-plaisir. Le plaisir est toujours provoqué par quelque chose d'extérieur à vous, alors que la joie émane de l'intérieur. Autrement dit, la chose qui vous procure du plaisir aujourd'hui vous fera souffrir demain. Ou bien le plaisir disparaîtra et son absence vous fera souffrir. Et ce que l'on qualifie souvent d'amour peut certes être agréable et plaisant pendant un certain temps, mais il s'agit d'une attitude de dépendance qui nous fait nous accrocher d'un état d'extrême besoin pouvant se métamorphoser en son opposé en un clin d'œil. Une fois l'euphorie initiale dissipée, de nombreuses relations oscillent en fait entre l'amour et la haine, entre l'attirance et l'hostilité. L'amour véritable ne vous fait pas souffrir. Comment le pourrait-il? Il ne se transforme pas soudainement en haine, pas plus que la véritable joie ne devient souffrance. Comme je l'ai mentionné auparavant, même avant de connaître l'illumination, avant de vous être libéré du mental, tout simplement, il se peut que vous ayez quelques aperçus de ce que sont la joie et l'amour véritable, ou d'une profonde paix intérieure, empreinte d'immobilité, mais vibrante et vivante. Ce sont là des aspects de votre vraie nature qui est en général masquée par le mental. Même dans le cadre d'une relation normale de dépendance, il peut y avoir des moments où la présence de quelque chose de plus authentique et d'inaltérable se fait sentir. Mais ces moments seront fugitifs car ils seront vite évincés par l'activité interférente du mental. Décidément, hein, le mental casse les pieds, hein.
Vous aurez peut-être à ce moment-là l'impression d'avoir eu en votre possession quelque chose de très précieux et de l'avoir perdu. Ou bien votre mental essaiera de vous convaincre que de toute manière tout cela n'était qu'illusion, mais la vérité, c'est que ce n'était pas une illusion et que cette expérience ne peut s'effacer. Elle appartient à votre état original qui peut certes être masqué par le mental, mais jamais être détruit par lui-même. Même lorsque le ciel est complètement couvert, le soleil ne disparaît pas. Il est encore là derrière les nuages. Selon Gautama le Bouddha, la douleur et la souffrance naissent du désir ou des compulsions, et pour s'en libérer, il faut éliminer la subordination du désir. Intéressant. Pour trouver un substitut à la joie, qui est le propre de l'être, le mental cherche le salut ou la satisfaction en désirant des choses extérieures ou dans l'avenir. Aussi longtemps que je suis mon mental, je suis aussi ses envies, ses besoins, ses manques, ses attachements et ses aversions. À part ceci, il n'y a pas de jeu, sauf sous la forme d'une infime possibilité, d'un potentiel non réalisé, d'une graine qui n'a pas encore germé. Dans cet état-là, même mon désir de me libérer ou d'atteindre l'éveil n'est encore qu'une autre envie axée d'atteindre l'éveil, d'atteindre, pardon, une satisfaction et un accomplissement futur. Ne cherchez donc pas à vous libérer du désir ni à atteindre l'illumination, parce que du coup vous cherchez. C'est pas naturel, c'est pas spontané. Du moment que vous vous dites c'est que ce n'est pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour atteindre cette illumination, enfin ce bien-être, cet éveil, c'est pas quelque chose qui se provoque ni qu'on va chercher. C'est. Apprenez à être présent. Soyez celui qui observe le mental. Au lieu de citer Bouddha, soyez Bouddha. Soyez celui qui est éveillé. C'est ce que le mot Bouddha veut dire. Éveillé. Les humains sont en proie à la souffrance depuis toujours, depuis qu'ils sont sortis de l'état de grâce, qu'ils sont entrés dans le règne du temporel et du mental, et qu'ils ont perdu la conscience de l'être. Dès ce moment-là, ils ont commencé à se percevoir comme d'insignifiants fragments évoluant dans un monde étranger, coupés de la source et des autres. La douleur et la souffrance sont inévitables tant et aussi longtemps que vous êtes identifié à votre mental, c'est-à-dire inconscient spirituellement parlant. Je fais ici surtout référence à la souffrance émotionnelle, également la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Le ressentiment, la haine, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la colère, la dépression, la jalousie ou même la plus petite irritation sans exception sont des formes de souffrance. Sont des souffrances. Et tout plaisir ou toute exaltation émotionnelle comporte en eux le germe de la souffrance, leur inséparable opposé qui se manifestera à un moment donné. N'importe qui ayant déjà pris de la drogue pour décoller sait très bien que le planage se traduit forcément par un atterrissage, que le plaisir se transforme d'une manière ou d'une autre en souffrance. Beaucoup de gens savent aussi d'expérience avec quelle facilité et rapidité une relation intime peut devenir une source de souffrance après avoir été une source de plaisir.
Si on considère ces polarités négatives et positives en fonction d'une perspective supérieure, on constate qu'elles sont les deux faces d'une seule et même pièce, qu'elles appartiennent toutes deux à la souffrance sous-jacente à l'état de conscience dit de l'ego, à l'identification au mental, et que cette souffrance est indissociable de cet état. Il existe deux types de souffrance. Celle que vous créez maintenant et la souffrance passée qui continue de vivre en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment cesser d'en créer dans le présent et comment dissoudre celle issue du passé. Ah ben je vous lirai la suite la prochaine fois, parce que ça sera un prochain chapitre. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce petit chapitre donc du livre d'Eckhart Tolle, Tolle, ben posez-moi-les. Et puis commentez, et puis peut-être que d'autres auront la réponse à vos questions. Voilà, c'est en puissance nous tous ensemble. Donc non, moi je trouve que c'était pas mal intéressant, qu'il y a des choses pas mal intéressantes et j'espère que ça vous a été intéressant pour vous. Donc ben ouais, si vous voulez, la prochaine fois je lirai la suite qui est justement se sortir de la souffrance par la conscience. Eh ben, vous me dites en bas en commentaire si vous voulez que la prochaine fois je vous lise la suite. Voilà. Je vous fais des gros bisous, bonne fin de semaine et prenez soin de vous.